Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition. Nous sommes à la veille de la fête de Noël, oui. La communauté chrétienne célèbre ou commémore demain la fête de la nativité ou la naissance de Jésus-Christ. Une célébration au Mali dans un contexte de crise et qui sera marquée par des invocations et des prières autour de la paix, la stabilité et la prospérité. Nous entendrons dès le début de cette édition le ministre en charge des affaires religieuses au micro de Fademba Keïta. En cette période de fin d'année, les forces de sécurité multiplient les actions pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous irons à Ségou où une patrouille mixte est lancée pour rassurer davantage les populations. À suivre également dans ce journal la visite au Maroc du chef de la diplomatie malienne. Abdoulaye Diop a pris part hier à la réunion ministérielle à Marrakech sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Nos envoyés spéciaux Siaka Konaté et Djelimakan Diabaté nous feront le point dans un instant. À suivre toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. Et puis les sports, ce sera avec Famourou Djourté qui nous parlera de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 de football qui a pris fin hier samedi. Nous parlerons également de handball avec l'USFAS Hommes et l'AS Police Dames qui ont remporté les trophées 2023 de la Supercoupe du Mali. Les maladies oculaires, sujet de Focus Santé de ce dimanche. Rendez-vous en fin d'édition avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite, les détails. La communauté chrétienne fête demain Noël, marquant la commémoration de la nativité ou la naissance de Jésus-Christ. Une célébration au Mali dans un contexte de crise, sécurité, paix, stabilité ou encore prospérité devrait être dans toutes les prières et invocations. À quelques heures du réveillon de Noël, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'adresse aux fidèles chrétiens. Il est au micro de Fademba Keïta. Chers sœurs et frères chrétiens et chrétiennes, puisse la commémoration de la venue au monde de notre prophète Jésus ranime à nous tous le feu de la foi, de l'amour les uns envers les autres. Je voudrais à cette occasion merveilleuse vous demander de célébrer la fête de Noël 2023 en reconnaissance à Dieu pour la libération d'une partie de notre pays Kidal et pour tous les résultats déjà engagés dans la bataille contre les forces du mal. Je vous invite toujours à préserver dans la prière afin que notre Maliba reste indivisible et prospère. Prions le Tout-Puissant pour que la célébration de Noël 2023 profite davantage les Maliennes et les Maliens dans la foi, l'espérance et la charité, et surtout les inciter à marcher ensemble, pas à pas, main dans la main, dans un esprit de pardon mutuel et de réconciliation. Jésus-Christ, Prince de la paix, a toujours prôné le message de la paix, d'amour du prochain et de miséricorde. Maliba a plus que jamais a besoin de cette paix, telle que ça a été exigé par le Prince de la paix, Jésus. Tout en souhaitant une très bonne fête de Noël à l'ensemble des chrétiens du Mali, nous vous exhortons toujours à œuvrer dans le même sens que vous avez toujours été, mes frères et sœurs chrétiens. Vous avez toujours œuvré dans le sens de la paix, de l'amour, de la convivialité pour notre pays. Restez toujours sur le même chemin. C'est ça l'exigence de la religion, c'est ça la recommandation de notre pays, c'est ça le vœu de notre président
Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Amen. Docteur Mahamadou Koné, ministre en charge des affaires religieuses, qui s'adressait donc à la communauté chrétienne à quelques heures du réveillon de Noël. Et nous allons en profiter pour souhaiter encore une fois joyeux Noël à tous les fidèles chrétiens. En cette veille de fête de fin d'année, les forces de sécurité veillent au grain un peu partout au Mali. À Ségou, par exemple, une patrouille mixte est lancée pour la sécurisation des personnes et leurs biens. Cette patrouille vise à traquer les bandits et autres personnes mal intentionnées. Le but est aussi de rassurer davantage les populations, notamment sur les trajets de voyage. Fousséni Samake nous en dit plus. La patrouille de grande envergure à Ségou est composée de forces mixtes, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et gardes. Elle vise à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, surtout en cette période de fin d'année. Commissaire divisionnaire Ablaye Koulibaly, directeur régional de la police de Ségou. Les fêtes de fin d'année suscitent toujours un mouvement de foule. Qui dit du mouvement de foule profite aussi aux bandits et autres malfrats. La police, la garde, la gendarmerie et la présidence civile auront pour mission de sillonner tous les coins et recoins de la ville à la recherche des personnes suspectes et d'objets suspects pour protéger les personnes et leurs biens. Au cours de cette patrouille, ce qu'on appelle la RN6, vous savez, comme les autres années, il y a toujours des cas de braquage sur la RN6. Et cette année, il y aura une spécificité, il y aura une patrouille sur la RN6, c'est-à-dire la route de Zambougou jusqu'à Bla. Donc des patrouilles seront organisées par les femmes qui vont sillonner pour rassurer la population qu'elles peuvent vaguer à ses occupations quotidiennes. Les équipes ont sillonné la ville de Ségou où pas mal de cas d'infraction sont constatés. Bakari Diawara, chauffeur. Le fait qu'elles prennent le soin de regarder dans les voitures s'il n'y a pas d'armes et tout, vraiment, ça salue. En tout cas, cette patrouille est bien appréciée par les Ségoviens, qu'ils soient conducteurs de véhicules ou d'engins à deux roues. Elle se poursuivra jusqu'au 1er janvier 2024 selon les responsables de la sécurité. Ségou Fousséni Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. Partons au Maroc où s'est tenue hier la réunion ministérielle à Marrakech sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Cette initiative devra permettre au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad d'utiliser les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires du Maroc. Le Mali était représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en présence de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, alors que le Tchad était représenté par le directeur général Afrique et intégration africaine au ministère tchadien des Affaires étrangères. Envoyés spéciaux à Marrakech, Siaka Konaté et Djelima Kandjabate. L'initiative internationale du roi Mohamed VI du Maroc consiste à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Marrakech avec leur homologue marocain Nassir Bourita pour échanger sur cette initiative annoncée par les souverains marocains à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le Maroc veut ainsi renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies de ces pays. Il est prêt à mettre à leur disposition ces infrastructures routières, portières et ferroviaires pour soutenir cette initiative qui est bien appréciée par le Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Le Mali est un pays enclavé. Le Mali a de tout temps été partie prenante de toutes les initiatives qui concourent à renforcer l'intégration, la coopération régionale et les échanges entre pays. En tant que pays enclavé, naturellement, nous avons manifesté notre intérêt de venir ici sur la base des directives de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui nous a autorisé à prendre part à cette rencontre. Pour nous, pays enclavés, nous nous situons aussi dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Comme vous le savez, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, il y a un important volet développement économique et au sein de ce volet, il y a un pilier important qui touche au développement des infrastructures structurant au niveau de la région, dont des infrastructures de transport. Cette dimension de l'Alliance des États du Sahel cadre bien aussi avec les priorités de cette initiative royale marocaine qui vise essentiellement à faciliter les échanges, à mettre en place des plateformes logistiques, à soutenir la facilitation des échanges, à travailler ensemble pour développer des réseaux de communication, de transport entre nos pays,
et pour pouvoir lier ces réseaux aux infrastructures régionales et pourquoi pas faciliter notre connexion au marché mondial pour permettre de mieux écouler. La réunion ministérielle a décidé de la mise en place des commissions techniques qui vont réfléchir aux contours et modalités de mise en œuvre de l'initiative royale. Abdoulaye Diop. Beaucoup d'informations nous ont été données et nous voyons vraiment la pertinence d'un certain nombre d'axes de programmes structurants qui sont sur la table. Naturellement, c'est une première étape. Il est convenu que nous puissions mettre en place dans chacun de nos pays des équipes techniques qui puissent regarder l'ensemble des éléments qui sont proposés, qu'on puisse nous-mêmes définir aussi ce qui est prioritaire et important pour nos pays en termes d'infrastructures, soit routières, d'infrastructures de transport ou de transport d'énergie. Notre enclavement est utilisé aussi par d'autres pays autour de nous ou des institutions régionales pour sanctionner nos pays, pour les asphyxier souvent et pour punir nos populations. Donc nous avons l'obligation d'envisager tous les partenariats pour pouvoir faire en sorte que nos productions que nous souhaitons soient transformées localement puissent être écoulées et facilement et que nous puissions aussi importer des marchandises en ayant plusieurs alternatives. Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux, les pays du Sahel saluent la pertinence de cette initiative à laquelle ils adhèrent d'ailleurs. Pour le ministre marocain Nassir Bourita, elle est la promesse d'un tournant stratégique pour le Maroc et les pays sahéliens. Selon lui, le roi Mohamed VI propose de repenser le paradigme et de construire ensemble des solutions créatives et courageuses pour le développement des pays du Sahel. Marrakech, Chaka Konaté, Djelimbakan Djabate pour l'ORTM. Et le reste de l'actualité à l'international en présent, nous commençons avec la République démocratique du Congo, la publication des résultats des élections générales présidentielles, législatives et locales se poursuit. Parallèlement à cette publication de la CENI, la société civile et notamment la mission d'observation des églises catholiques et protestantes a mis en place un système de dépouillement. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, dans l'un des 4 sites du centre d'observation des élections de la CENCO, une 60aine de personnes s'affairent. Elles reçoivent justement les rapports des 25 000 observateurs déployés dans les 75 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire et des 11 000 observateurs dits citoyens n'ayant pas besoin d'accréditation et dont la mission est de prendre en photo les PV affichés à l'extérieur des bureaux de vote. Ces rapports et PV ont été envoyés via une application ou SMS au centre d'observation. Là, les informations transmises sont vérifiées et validées. Une tabulation parallèle à celle de la Commission électorale nationale indépendante. Selon les responsables de la mission écuménique, il s'agit de comparer les résultats photographiés dans chaque circonscription à ceux affichés sur le site de la CENI. Leur publication étant désormais obligatoire et vérifier si les résultats annoncés par la CENI sont conformes au choix des électeurs. L'objectif est d'éviter le scénario de 2018 où les chiffres de la CENI avaient été contestés par l'opposition qui n'avait pas pu apporter de preuves suffisantes. Alors par ailleurs, nous sommes un collectif de candidats à la présidentielle dénonce un simulacre d'élection et appelle à manifester. Pourquoi ? Alors que les premiers résultats tombent au compte-gouttes, un collectif de candidats à la présidentielle parmi lesquels Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baende et Nkema Lilo a vivement dénoncé ce samedi 23 décembre ce qu'il qualifie de simulacre d'élection. Dans une communication conjointe, ces candidats ont annoncé la tenue d'une grande manifestation publique pour le mercredi 27 décembre à Kinshasa. Ils ont officiellement informé les autorités locales de leur intention de manifester en déposant un dossier à l'hôtel de ville. Ces candidats protestent contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre et condamnent la prolongation des opérations de vote au-delà du 20 décembre. Un scrutin qui s'est prolongé aujourd'hui encore dans des zones reculées de quelques provinces où certains bureaux n'avaient ouvert ni mercredi ni jeudi dernier. Pour ces opposants, il s'agit d'une violation de la Constitution de la loi et de la loi électorale. Les 5 candidats dénoncent les conditions de la tenue de ces élections et considèrent que la vérité des urnes ne peut éclore dans ce contexte. Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baende et Nkema Lilo figuraient déjà parmi ceux qui avaient porté plainte fin novembre contre
Denis Kadima, président de la CENI, et Peter Kazadi, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, les accusant d'avoir saboté les élections. Pour sa part, Ibrahima Traoré, l'opposant Moïse Katumbi ne fait pas partie des signataires de cette lettre, bien qu'il dénonce ce qu'il appelle un chaos électoral et qu'il soutient la démarche des autres candidats de l'opposition. Un de ses proches estime qu'en dépit de ces conditions, il croit en leur chance de l'emporter. Merci beaucoup pour tous ces détails, Nouhoum Sissoko. En Côte d'Ivoire, vous le savez certainement, Tidjane Cham, élu président du PDCI avec un peu plus de 96% des voix vendredi dernier. C'était au cours d'un congrès tenu à Ouaya-Moussokro. Il succède ainsi à Henri Konan Bédié au moment où le parti fait face à de nombreux défis. Alors, Lassina Keita, qu'est-ce que le Parti démocratique attend de son tout nouveau président Tidjane Cham? D'abord, il est élu à la tête du PDCI à un moment crucial où la formation connaît des rebondissements politico-judiciaires qui ont provoqué la frustration de certains cadres. Il lui faudra rassembler tous les militants autour d'une cause commune, celle du rassemblement des structures du parti. C'est pourquoi, dans son premier discours, Tidjane Cham a promis d'adopter la démarche la plus inclusive possible selon ses propres termes. Politiquement, il doit également chercher des voies et moyens pour que le parti se positionne comme une alternative pour la présidentielle de 2025. C'est un président en mission pour être le candidat à la convention du parti. Donc, la préparation des élections s'impose. Nous devons préparer la présidentielle dès demain matin, a-t-il souligné dans son adresse. Ibrahima Traoré, la question du financement du parti est un autre défi à relever par le président élu. Il faut donc de nouveaux financements nécessaires pour le parti. Il s'agit de gérer le patrimoine du PDCI qui a des charges incompressibles. Selon un responsable du PDCI, la cotisation des militants actuels n'est pas assez élevée par rapport aux besoins et charges courantes du parti. Il nous faut imaginer un autre mode de financement pour suivre cette source. Car jusque-là, c'était Henri Konan Bédié qui finançait le parti. Pour le moment, le PDCI s'attelle à organiser les obsèques de Henri Konan Bédié avec sa famille et les autorités ivoiriennes. À 61 ans, Tidjane Cham, financier, ancien ministre et un des petits-fils de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a la lourde tâche de conduire le PDCI vers de bonnes destinations en dépassant les clivages internes du parti. Merci beaucoup, Lassina Keita. Et voyons le reste de l'actualité sur le continent. Plus bref, avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. D'abord, le Bénin, où le président Patrice Talon évoque à la télévision hier soir son départ en 2026. Dans un entretien de plus d'une heure à la télévision nationale, il a évoqué non seulement son départ, sa succession en 2026, mais aussi rejeté les demandes insistantes de l'opposition. Il s'agit des assises nationales, d'une amnistie pour Rekia Madougou et Joël Aïvo. Sur ce sujet, sa position n'a pas varié. Il dit non. Au Sénégal, Bourama Traoré est nouveau candidat à la présidentielle de février 2024 et ce n'est pas un inconnu. Oui, c'est Karim Wade, le fils de l'ancien président Blair Wade. Il a déposé son dossier au Conseil constitutionnel dans la nuit de vendredi à samedi. Je suis heureux de vous annoncer que mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain a été déposé aujourd'hui. Un pas de plus, ensemble vers un avenir meilleur pour le Sénégal, a écrit sur son compte Twitter l'opposant sénégalais qui vit en exil. Nous restons au Sénégal, où la marine a saisi 690 kg de cocaïne. C'était à destination de l'Europe. Un patrouilleur de haute mer a intercepté vendredi le bateau contenant le produit à 220 km au large des côtes sénégalaises. Il a dû effectuer des avertissements verbaux et des tirs de semonce pour stopper l'embarcation qui avait largué sa cargaison avant l'intervention. Au total, 690 kg de cocaïne ont été repêchés selon un communiqué rendu public. Au Burundi, 20 personnes, dont 19 civils, ont été tuées dans une attaque terroriste selon le gouvernement. L'attaque a été menée vendredi soir dans la localité de Fuzizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura et frontière de la République démocratique du Congo, au cours de laquelle 9 personnes ont également été blessées et hospitalisées selon le gouvernement qui condamne un acte terroriste ignoble et barbare. Cette attaque a été revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité africaine avec le Soudan où le général Al-Bourhan hausse le ton après la chute de Wad Madani, capitale de l'État d'Al-Jazira.
Pour son premier discours depuis la chute de Wad Madani, le général Al-Bourhan a voulu démontrer qu'il restait fort. Le chef de l'armée a réaffirmé que ses troupes restaient unies et faisaient office du rempart ultime du pays. Néanmoins, il a promis qu'il tiendrait pour responsables les militaires qui avaient décidé de battre en retraite. Une enquête a été ouverte suite à cette débandade. La ville de Wad Madani, capitale de l'État d'Al Jazeera, a été prise lundi par les paramilitaires. Une défaite militaire cuisante pour l'armée et un nouveau désastre humanitaire selon certains observateurs. Merci beaucoup, Bourama Traoré. L'armée israélienne a intensifié ses opérations dans toute la bande de Gaza où la situation humanitaire déjà critique continue de se détériorer ce dimanche. Une situation qui a poussé le président américain Joe Biden à presser le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de protéger la population palestinienne. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, le Hamas réclame une enquête internationale sur des exécutions sommaires de civils imputés à Israël. Oui, tout à fait. D'abord, l'aviation et l'artillerie israélienne continuent de bombarder intensément la bande de Gaza. Le Hamas fait état de la découverte de dizaines de corps de Palestiniens tués, dont certains exécutés en pleine rue par l'armée israélienne dans une région au nord de Gaza. Lors d'un appel, Joe Biden, vous l'avez dit, a pressé Benjamin Netanyahu de protéger les civils. Dans la nuit et la matinée, des villes, des territoires occupés et des Cisjordanie ont aussi été attaqués par l'armée israélienne. Les équipes du Croissant Rouge palestinien ont évacué un grand nombre de morts et de blessés suite au ciblage par l'occupation israélienne d'une maison dans le centre de la bande de Gaza la nuit dernière, selon les sources. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement déclare que les événements à Gaza découlent d'une impunité institutionnalisée qui englobe des crimes de guerre, un génocide et un crime contre l'humanité. Et si la Cour pénale internationale n'agit pas très rapidement, nous avons besoin d'un tribunal spécial pour Gaza et d'une action de la part des États. Ibrahim, selon leurs sources, 24 424 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le début de l'opération israélienne. Selon le gouvernement du Hamas, plus de 54 000 personnes ont été blessées. 70% des victimes seraient des femmes et des mineurs. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour ces explications. L'actualité des sports dans quelques instants. La 10e journée du championnat national de Ligue 1 de football a pris fin ce samedi. L'AS Real est désormais co-leader avec l'US Bougouba, promu en Ligue 1 cette saison. En handball, l'USFAS hommes et l'AS Police dames ont remporté les trophées 2023 de la Supercoupe du Mali. Voyons tout cela avec Famourou Diorté. Supercoupe du Mali 2023 Marcel Dako de handball, les finales se sont disputées ce samedi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Chez les dames, l'AS Police a battu 27-25 le centre Omnisport de Missabougou, COMBA. Du côté des messieurs, l'USFAS a pris le meilleur sur le Sigui de Kaï, vainqueur de la Coupe du Mali 26-22. La Supercoupe du Mali Marcel Dako de handball était parrainée par le colonel-major Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale, en présence du colonel Cheikh Mamoudou Chérif Tunkara, le président de la Fédération malienne de handball, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Salifou Edrago. Si on est suffisamment vigilant et qu'on regarde un peu le monde du sport, aujourd'hui le handball est en train de pleinement jouer son rôle par rapport à la promotion de sa propre discipline à travers sa fédération. Ça, c'est un premier sentiment de satisfaction. Le deuxième point, c'est que c'est une super coupe Marcel Dako. Vous savez, le fait d'attribuer le nom d'une grande personnalité comme ça, qui a beaucoup œuvré dans le monde du sport, et l'associer surtout également qui a fait beaucoup de choses pour le handball, c'est extrêmement important. La Supercoupe du Mali Marcel Dako 2023 de handball marque le démarrage officiel de la nouvelle saison sportive de handball au Mali. La 10e journée du championnat national de football de Ligue 1 a rendu son verdict ce samedi. En clôture, l'Union sportive du Cercle de Kita a enfin décroché une victoire cette saison. Les Quitois se sont imposés 1-0 devant les 11 créateurs. L'ASCO et l'US Bougouni n'ont pas pu se départager, un but partout. La surprenante formation de Bougouba est venue à bout de l'AS Police par 2-0. Avec 20 points, l'US Bougouba, promu en Ligue 1 cette saison, partage désormais la tête du championnat avec l'AS Real. Le Stade malien de Bamako a dominé 2-0 Afrique Football Elite.
Auparavant, vendredi 22 décembre, l'USFAS a réalisé le carton de la 10e journée en battant 4-1 l'AS Black Star. L'AS Bakaridjan et le COB ont gagné 1-0 contre respectivement le Djoliba AC et ATS de Kourou. Le leader l'AS Real n'a pas pu se défaire de Binga FC, score 0-0. Au classement, le Real et Bougouba sont co-leaders avec 20 points. Avec son match nul là dans cette journée, l'ASCO, 17 points, a chippé la 3e place au Djoliba AC. Les Rouges de Bamako sont au pied du podium avec 16 points. La zone rouge est occupée par l'AS Police 10 points, ATS de Koro 9 points, USC Kita 8 points et l'AS Black Star avec 3 unités. La 11e journée se joue mardi 26 et mercredi 27 décembre 2023. Focus Santé. Les maladies oculaires, sujet de Focus Santé de ce dimanche. Nous sommes nombreux à utiliser au quotidien l'ordinateur ou les téléphones portables, mais peu d'entre nous savent que l'utilisation abusive de ces appareils peut impacter négativement l'œil. Koumba Sissé est allé à la rencontre d'ophtalmologues pour en savoir davantage. Avec la numérisation de l'information, nombreux sont ceux qui passent des heures entières devant l'écran de l'ordinateur. Pour ce qui concerne les téléphones portables, il est lui aussi utilisé de façon abusive par certaines personnes. Ces appareils avec des rayons qu'ils dégagent provoquent la fatigue visuelle, la migraine et diminuent progressivement la vision. Brahima Mariko, ophtalmologue. L'œil a des défenses naturelles pour se protéger contre ces lumières, mais les utiliser au long cours et de façon excessive joue non seulement sur le globe oculaire, mais aussi sur le tissu nerveux qui est la rétine et qui communique avec le cerveau à travers le nerf optique. Quand tu prends les télévisions, quand tu prends les téléphones, quand tu prends les ordinateurs, donc ils ont tous des luminosités d'intensité différentes en valeur manométrique. Mais chacun a ses effets secondaires. C'est vrai, ces appareils sont indispensables aujourd'hui pour faire tout travail, mais le fait de les accumuler tous les jours et à tout moment de façon chronique fait de telle sorte qu'on accumule beaucoup d'ultraviolets dans notre corps et qui va finir par créer ce qu'on appelle la phototoxicité. La lumière là nous intoxique notre tissu oculaire. Il y a d'autres maladies de l'œil dues à la lumière de ces écrans, surtout si cette dernière est forte. Brahima Mariko. Donc les écrans peuvent donner des lumières très fortes qui peuvent brûler et donner ce qu'on appelle un coup de soleil ou coup de lumière. Donc ces coups de lumière peuvent se manifester par une rougeur de l'œil, par des prurites et souvent même par fini, tu ne peux pas regarder la lumière, on appelle ça photophobie. Mais en plus de ça, ce qu'on peut sentir, c'est-à-dire quand tu utilises un écran d'ordinateur, un écran de téléphone et tu regardes la télé sur des airs sans pause, donc ça va créer ce qu'on appelle l'asthénie de l'œil ou asthénopie. Donc l'œil va se fatiguer. Mais l'autre effet que nous subissons ou que nous sentons, c'est surtout chez les enfants. Les enfants qui passent des heures et des heures devant une tablette, devant l'écran de télévision, ils vont développer ce qu'on appelle un syndrome qui est appelé le syndrome d'épée. Ce syndrome peut se manifester comment? L'enfant, il va, surtout avant 10 ans, il va avoir de la peine à apprendre ses langues. Du fait que sont nombreux ceux qui sont, comme on le dit, accros à ces appareils, on assiste aujourd'hui à l'augmentation du port des verres correcteurs. Seydou Diallo, ophtalmologue. Même les petits-enfants qui ne portaient pas des verres, on assiste à l'augmentation du port des verres correcteurs chez ces derniers. Parce qu'autrefois, on ne travaille pas trop de près. Le fait de travailler de près diminue la vision de l'œil. C'est ce qu'on appelle la myopie. On assiste à une augmentation de la myopie. Si certains verres corrigent, d'autres sont préventifs. Brahima Mariko, ophtalmologue. On peut utiliser ce qu'on appelle des verres filtrants. C'est-à-dire qu'on utilise dans les lunettes des traitements qui permettent de diminuer l'intensité de la lumière. C'est la raison pour laquelle on va vous dire souvent des verres anti-reflets, des verres photochromiques. Donc ces verres font qu'ils nous empêchent, ils deviennent une barrière entre nous et les rayons ultraviolets dégagés par ces écrans et ça nous protège. Et ces verres aussi nous donnent un certain confort dans notre travail, nous faisant de telle sorte qu'on peut durer devant l'ordinateur sans être fatigué. Ces verres aussi permettent de corriger les troubles de réfraction qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui a une presbytie, il fournit trop d'efforts pour lire. Donc en utilisant ces verres-là, il se met à l'aise et il peut lire pendant longtemps sans se fatiguer. L'adulte, le traitement, c'est avoir une bonne éducation comportementale. C'est-à-dire qu'il faut avoir des heures pour le travail, avoir des heures de repos. Dans notre climat très poussiéreux, très chaud, on peut utiliser des colliers mouillant la surface de l'œil pour diminuer aussi la sécheresse,
pour éviter, diminuant aussi par ricochet la fatigue de l'œil. L'excès de toute chose est nuisible, a-t-on coutume de dire. Alors, utiliser ces appareils avec modération permet d'éviter les maladies oculaires. Focus santé. Une réalisation de Koumba Sissé. C'est ce numéro de la chronique santé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré, à la mise en onde Bintou Traoré, la mise en ligne Sekou Traoré à la réalisation. Racine Keita retrouvé juste après moi, Famourou Djourté, dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. Encore une fois, joyeux Noël à toute la communauté chrétienne et très bon dimanche en compagnie de nos programmes. Au revoir.